Merci beaucoup à tout le monde, toutes les personnes qui ont participé aussi à l'organisation de cet événement qui est vachement chouette. Je me réjouis de prendre plus de temps pour participer à toutes ces activités. Alors, peut-être pour dire deux mots sur moi, je m'appelle Fabien Cruz. Donc moi j'ai fait un master en sciences sociales à l'université de Lausanne. J'ai fait un mémoire sur des communautés de joueurs de jeux vidéo en ligne. Par la suite, j'ai été engagé par un groupe de recherche qui étudie le jeu vidéo du côté de l'université de Lausanne et de l'EPFL, donc le Game Lab Uni l'EPFL, pour un projet qui concerne l'éducation à des branches scolaires à travers le jeu vidéo. Donc, on fait des ateliers dans les gymnases et dans les lycées. Et puis tout prochainement, avec un peu de chance, je serai peut-être doctorant à l'université de Genève. On croise les doigts. Donc, moi je travaille sur le numérique, l'impact du numérique sur le jeu de société. Quand je présente mon sujet, en général, les gens y pensent à ce genre de choses. Donc, par exemple, les adaptations, que ce soit sur tablette ou sur Board Game Arena, donc des adaptations de jeux qu'on va faire en format numérique, ou bien encore des choses comme le Unlock, avec une application à côté qui permet de jouer au jeu. Mais en fait, moi, je ne vais pas du tout vous parler de tout ça. Je vais vous parler de plein d'autres trucs qui sont intéressants sur la relation entre le jeu de société et le numérique. Donc, parmi les autres choses qu'on peut trouver sur la relation entre le jeu de société et le numérique, il y a par exemple les vidéos YouTube avec les vidéos règles ou les critiques de jeux, les sites internet sur lesquels on peut se renseigner sur les jeux ou sur lesquels on peut discuter avec d'autres joueurs ou joueuses, les réseaux sociaux qui ont la même fonction, ou encore les applications d'enregistrement de parties ou de catalogage de sa collection. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont numériques et qui nous dirigent dans la pratique du jeu de société. Plus particulièrement, je vais vous parler de la personnalisation du jeu de société. Alors ça, je vais y revenir un peu plus tard, mais personnaliser le jeu de société, c'est tout simplement remplacer des objets ou rajouter des objets dans la boîte de jeu. Donc ça peut être tout simplement de remplacer des pièces en carton par des pièces en métal, d'ajouter des espaces de stockage qui rendent la boîte plus ergonomique pour sortir ou ranger plus rapidement son jeu, ou encore recréer entièrement un jeu. Donc en bas à gauche par exemple c'est le jeu Seven Wonders qui a été refait à la sauce Harry Potter, ou bien ici je crois que c'est Corridor qui a été refait en bois dans un Fab Lab. Donc l'objectif de ma recherche, c'est d'identifier le rôle du numérique dans l'acquisition d'objets, de connaissances et de compétences au sein des pratiques de personnalisation de jeux de société modernes. Pour le dire plus rapidement, ça va être tout simplement de savoir par où passe le numérique dans ces pratiques. Donc un petit plan. Je vais d'abord vous parler un petit peu rapidement des théories que j'utilise pour analyser tous ces objets. Par la suite, je vais vous présenter un petit peu ma méthodologie. Donc moi, je viens de la sociologie, et donc je vais vous présenter un petit peu quelques outils de sociologue. Et par la suite, je vais vous présenter trois thèmes que j'ai découverts qui me permettent d'analyser les pratiques de personnalisation de jeux de société en lien avec le numérique. Donc, pour commencer un petit peu de théorie, donc moi, je me repose pas mal sur les travaux du sociologue Gary Alan Fine. Donc Gary Alan Fine, c'est un sociologue qui a pas mal travaillé sur les mondes de loisirs, sur les loisirs en général. Il a écrit des choses sur des jeux de simulation de baseball, sur les échecs, sur le jeu de rôle et sur la collecte de champignons. Donc vous voyez qu'il y a des choses assez diverses comme loisirs qui peuvent être analysées du point de vue de la sociologie. Donc selon Gary Alan Fine, après avoir étudié tous ces mondes différents, il est arrivé avec un petit article de synthèse. Il a synthétisé dans un petit article une recette du succès de ces mondes de loisirs. Donc selon lui, pour qu'un monde de loisirs marche, il faut trois choses.
Il faut que l'organisation de loisirs soit capable de distribuer des savoirs sur l'activité de loisir, donc pour le dire tout simplement, qu'il y ait des connaissances sur ce loisir. Par exemple, dans le cas du jeu de société, on a des connaissances sur les auteurs, sur les genres de jeux, sur la durée des jeux, sur les prix, tout ça, c'est des choses qui circulent dans le monde de jeu. Il faut que ce monde de loisirs soit susceptible de fournir des occasions de sociabilité. Donc ça, c'est tout simplement de donner l'occasion aux gens de se rencontrer, de discuter entre eux. Ça peut être autant des éléments, des rencontres en ligne, des liens faibles avec des gens qu'on ne va jamais croiser en vrai, que des liens forts avec des amis, des proches qu'on va rencontrer très régulièrement. Et enfin, le troisième élément, c'est l'accès à des symboles identitaires. C'est le fait de pouvoir être reconnu comme étant un membre comme étant un membre participant à ce monde de loisirs. Donc les symboles identitaires, ça peut être tout simplement des t-shirts avec un dé dessus qui montre qu'on est joueur de jeux de société. Mais le principal, c'est qu'on soit reconnu par les autres comme étant un joueur ou une joueuse de jeux de société. Donc maintenant, on va redescendre un peu plus bas dans l'analyse, on va préciser encore plus. Là, je vais vous parler du numérique et des loisirs. Donc, le numérique, il a impacté les loisirs, la manière dont on consomme des loisirs, qu'est-ce qu'on choisit qu'est-ce qu'on fait en fait à partir des films par exemple ou des livres. Le site par exemple Allociné, si vous connaissez, tout simplement vous allez peut-être parfois aller voir des trailers sur ces sites, vous allez vous renseigner sur certains auteurs et ça va vous amener ou pas à aller voir certains films. Donc ça va impacter votre manière de pratiquer le cinéma. Même chose avec Babelio, qui est un autre exemple de ce genre-là, qui concerne les livres, où les gens vont poster des critiques de livres qui vont vous amener à lire ou ne pas lire certains livres. Mais ça peut aussi consister, le numérique peut aussi impacter des choses beaucoup plus traditionnelles comme le tricot. Donc ici, Ravelry, c'est un site sur lequel on peut trouver des patterns qui nous permettent des modèles de tricot. Sur lesquels on va trouver des informations sur les laines ou sur les endroits où acheter ces laines. Ou encore la consommation de bière. Donc, comme il y a des dégustations de vin, il y a des gens qui dégustent des bières et ils vont aller faire des critiques sur les bières en notant leur légèreté, etc. Et en les notant. Donc tous ces sites, c'est des choses qui vont changer notre manière de consommer ces choses. Donc, maintenant, si on vient aux jeux de société en particulier, comme je vous ai dit avant, il y a pas mal de sites internet qui vont guider votre consommation du jeu de société, votre manière de faire le jeu de société. Il y a quelque chose d'intéressant à voir avec ça. Donc là, je vous ai mis un petit graphique qui a été fait à partir de... C'est un amateur qui est allé sur le site Board Game Geek, qui est une base de données de jeux de société, et il est allé récupérer tous les jeux de société, il les a triés par date de sortie. Donc là, on ne voit pas très bien. Mais pour vous donner une idée, les années 2000, ça commence ici. Donc on voit qu'il y a une grande courbe de progression à partir de là. Et vers les années 2000 aussi, c'est la massification de l'Internet aussi. On peut le situer à peu près par là. Donc, selon Vinciane Zaban, Nicolas Pigneros et Timothée Roux, d'un point de vue matériel comme informationnel, mais aussi social, les formats singuliers du numérique, tels que les bases de données comme Board Game Geek et leurs exploitations via les plateformes de réseaux sociaux, par exemple, contribuent très fortement, à l'instar de ce que l'on observe dans d'autres domaines de loisirs, au succès actuel que rencontrent les jeux de société. L'enrichissement et la diversification des ressources offertes aux joueurs et joueuses ont une action importante, notamment en leur permettant de construire des pratiques socialement distinctes et différenciées qui accroissent l'intérêt pour la pratique. Donc quand on parle de pratiques socialement distinctes et différenciées, c'est tout simplement de dire que on va avoir des goûts différents dans les jeux de société. Il y aura des gens qui auront des goûts qui vont être fans des jeux coopératifs, d'autres qui auront des pratiques plus familiales où ils vont jouer principalement avec des enfants, etc. Donc le problème du numérique, c'est que c'est trop grand pour être compris en entier. Donc on va être obligé, en tant que sociologue, en tant que chercheur qui travaille sur le numérique, de réduire un petit peu toute cette complexité, de travailler sur des objets un peu plus petits. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vais parler de la matérialité du jeu de société. Pourquoi la matérialité ? Alors là, je vais vous montrer juste une petite vidéo
Donc ça c'est un rédacteur, Eric Martin est un rédacteur sur le site Board Game Geek, donc un site très important sur lequel on trouve beaucoup d'informations de jeux vidéo, de jeux de société, pardon. Et il a envoyé cette petite vidéo et ça fait énormément réagir. Vous allez voir, il a une manière un peu conventionnelle de ranger ses jeux de société. Voilà. Donc si ça vous a fait réagir, peut-être que c'est parce que vous êtes dérangé que le jeu soit rangé de cette manière-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fait, qui ont tendance à prendre beaucoup de soin des objets qui sont dans ces boîtes de jeu, le matériel, qui vont sleever, donc mettre une pochette protectrice sur les cartes, qui vont utiliser des petites mousses pour ranger tout ça. Là, c'est pas du tout le cas. Mais en fait, la réaction des joueurs et des joueuses, c'est justement, ça montre que la matérialité a une grande importance en fait, dans la pratique du jeu de société. Donc, c'est pour ça que je pars de ce thème-là. Mais ça reste encore trop large, donc moi, c'est pour ça que je vais vous parler encore plus précisément de la personnalisation du jeu de société. Donc, si je résume, on est parti de la sociologie des loisirs et du numérique, pour redescendre au niveau du jeu de société, étude du jeu de société, étude de la matérialité, et enfin, ça, c'est ma pièce de puzzle qui va participer à la compréhension du phénomène du numérique dans la pratique du jeu de société. Donc pour revenir spécifiquement sur le numérique et la personnalisation, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, il y a beaucoup de sites internet qui donnent des ressources pour pratiquer la personnalisation de jeux de société. Donc ici il y a le forum Do It Yourself sur Board Game Geek, le forum Discutons Pimp Tuning de jeux sur Trick Track, et il y en a énormément. Au niveau de la méthodologie maintenant, donc moi je pars de techniques de la sociologie. En quoi ça consiste? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire des entretiens avec 8 personnes, donc des entretiens semi-directifs. Ça veut dire que j'ai laissé assez ouvert les discussions, j'ai fait des questions assez ouvertes pour que les gens puissent exprimer un maximum ce qui les intéressait dans la pratique du jeu de société avant de venir sur les pratiques de personnalisation en particulier. Donc j'ai interviewé comme ça 6 hommes et 2 femmes de 23 à 48 ans. J'ai fait des entretiens exploratoires donc pour calibrer un peu le questionnaire d'enquête avec des proches. Et puis après, je suis allé interviewer des joueurs et des joueuses dans des clubs ou dans un Fab Lab dans lequel il y avait des passionnés de jeux de société et qui avaient une pratique de personnalisation. Avec des statuts socio-professionnels assez diversifiés pour éviter qu'il y ait des biais dans la recherche. Enfin, j'ai fait l'effort d'aller sur le lieu de travail ou si possible dans le domicile pour que les personnes puissent sortir les objets et puissent en parler, parce que quand on a l'objet derrière soi, on a toujours des tonnes de petites anecdotes qui arrivent, et donc c'est beaucoup plus intéressant comme ça. En parallèle, je suis allé aussi explorer des sites que je vous ai montrés avant, donc le forum Discutons Pimp Tuning de jeux de Trick Track et le Do It Yourself de Board Game Geek, sur une période de 3 mois, et je suis allé aussi explorer les sites internet qui ont été mentionnés soit par mes enquêtés, soit qui étaient mentionnés sur ces sites, sur ces forums. Maintenant, si on revient sur le terme de personnalisation, qu'est-ce que c'est? Pour le définir un peu scientifiquement, j'ai choisi une définition la plus large possible de chercheurs qui présentent ça de cette manière. Donc c'est tout simplement ajouter du nouveau matériel dans une boîte dans un jeu, ou remplacer certains composants du jeu par d'autres. Un exemple ici, par exemple, c'est une joueuse, une de mes enquêtées, qui a remplacé ce petit conteneur en plastique en forme de coquillage par des vrais coquillages.
Et donc certains chercheurs ont déjà étudié la matérialité du jeu de société. Donc moi je vais juste me resservir de ce modèle pour voir ce que ça donne au niveau de la personnalisation. Donc ils ont ces quatre dimensions dont ils parlent, c'est-à-dire le plateau et l'élément de jeu, la boîte de jeu, l'environnement de jeu immédiat, vraiment autour de la table, et la personnalisation du domicile. On va revenir donc sur tous ces éléments les uns après les autres. Donc par rapport au plateau et à l'élément de jeu, on peut avoir un remplacement partiel ou un ajout partiel de matériel. Donc, par exemple, ici, on a des pièces japonaises, des koban en carton qui ont été remplacées par des pièces en métal. Ou bien une recréation complète, donc je vous en avais déjà parlé un petit peu avant. Ici, le Seven Wonders qui est rethématisé avec Harry Potter, avec Remus Lupin à la place de Hatshepsut et puis la prison d'Azkaban à la place du Colosse de Rhodes par exemple. On peut aussi personnaliser sa boîte, donc tout simplement en rajoutant des conteneurs pour pouvoir sortir et ranger plus facilement un jeu, ou en créant une boîte entièrement sur mesure. Ici c'est une commande chez un artisan sur Etsy, donc mes enquêtés ont commandé ça sur Etsy. Et enfin, ensuite l'environnement immédiat de jeu. Donc ça peut consister en rajouter des tapis de jeu, ça c'est un grand classique. Ou bien des choses un peu plus incongrues comme ce drink trays. Donc le drink trays, c'est un petit support en plastique sur lequel on va plugger notre canette, et comme ça va éviter ça va réduire les chances qu'on renverse la canette sur le jeu et qu'on détruise notre jeu. Voilà. Donc je précise que ça c'est vendu sur un site de vente d'accessoires de jeu. Et enfin la personnalisation du domicile, où tout simplement on va dédier une pièce entière dans notre domicile, donc comme ici une cabane de jardin qui a été transformée en salle de jeu avec une table dédiée au jeu. Donc maintenant pour préciser, le numérique il n'a pas inventé la pratique de personnalisation de jeux de société, c'est des choses qu'on retrouve depuis très longtemps. Par exemple ici en 1982 dans le magazine Jeux et Stratégie on voit des pubs pour des choses qui nous permettent de personnaliser notre jeu. Donc par exemple fondez vous-même votre figurine, vous faites votre wargame, etc. Et enfin, moi si je vous parle aujourd'hui principalement des pratiques de passionnés, donc des gens pour lesquels le jeu de société c'est quelque chose d'important dans leur vie, il y a aussi des pratiques un peu plus discrètes qu'en tant que sociologue on a du mal à accéder. Donc là par exemple c'est chez les grands-parents de ma compagne, ils sont fans des Aventuriers du Rail, et ils ont créé ces petites réglettes pour pouvoir tenir les cartes de jeu avec des petits sachets et une serviette, la serviette qui sert à avoir une meilleure préhensibilité, à pouvoir prendre plus facilement les petits éléments de jeu. Et donc ces personnes-là, c'est des gens qu'on aura moins tendance à voir dans les enquêtes, c'est pour ça que je me suis permis de rajouter un exemple relativement familial et personnel. Donc pour résumer un petit peu cette idée de personnalisation, je vais citer l'intro à un de ces forums de personnalisation, du forum Code. On en est arrivé, on a attendu nos jeux trop longtemps et maintenant il reste à organiser les boîtes, fabriquer, imprimer des rangements, changer les composants par au niveau et peindre les figures. Maintenant je vais vous présenter 3 thématiques qui vont servir comme guide de lecture, qui m'ont servi comme guide de lecture sur mon terrain. Ces 3 thématiques qui m'ont permis d'analyser qui m'ont permis de ranger toutes les pratiques de personnalisation de jeux de société liées au numérique. Donc ces 3 catégories sont exposées et découvrir, acheter et fabriquer. Donc je reprends ce tableau, ce graphique, et on voit que ici en 2002 il y a la création des forums Trick Track et du forum Board Game Geek au début des années 2000. Et en 2010, on a la reprise du magasin Philibert par des nouvelles personnes qui vont vraiment étendre la production, qui vont vraiment populariser le site sur Internet, et aussi l'apparition des campagnes de financement participatif comme Kickstarter. Donc je vais commencer par Kickstarter. Donc sur Kickstarter, comme vous le savez, il y a peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, je vais rapidement réexpliquer. Sur Kickstarter, il y a le jeu de société est assez présent, très commun. Et donc, il y a des contreparties. C'est-à-dire que plus on paye cher, plus on aura accès à un matériel de qualité ou de luxe.
Et donc, à mon sens, Kickstarter, quand il est apparu, il a amené ce modèle de financement un peu particulier avec différents types de matériaux, et c'est ça qui a encouragé, enfin qui a fait découvrir à énormément de personnes en fait le principe de la deluxification ou de la personnalisation du jeu de société. Donc par exemple ici avec le jeu Livre tout récemment, il propose de base à 40 $ des petits tokens en carton, et quand on passe à 65 $, on arrive avec des tokens en bois. Donc un de mes enquêtés m'a justement évoqué cette découverte du matériel de luxe à travers Kickstarter. Je me permets de vous le lire. Donc, alors, à la base, au début, quand je m'intéressais au jeu, j'ai entendu parler de ces trucs Kickstarter. Je suis allé dessus et j'ai vu, tu vois, la foison de figurines, de trucs, tu sais, de luxe, de trucs comme ça, et wow, voilà. Et tu recherches un peu cet effet wow de manière générale. Mais le Kickstarter, c'est pas le seul moyen de découvrir la pratique. Il y a aussi les sites, tout simplement les sites de vente de jeux en ligne. Donc là, un de mes enquêtés m'a dit justement que tu t'appelles le nom du jeu, mais c'est un jeu où je cherche quelque chose, et en fait, ça m'a montré d'autres trucs du même jeu. Et puis je ne savais pas que ça existait. Et puis, oh, qu'est-ce que c'est? Et puis, au fur et à mesure, traînée de poudre. Et puis après, c'est parti sur d'autres trucs. Donc cette enquêtée m'a justement cherché un jeu en particulier, et tombé sur ce genre de languette avec produits en relation ou bien produits associés, et a découvert tout un univers de la personnalisation du jeu de société. Enfin, les bases de données, comme Board Game Geek, marchent aussi de cette manière. Donc quand tu te balades sur Board Game Geek, par exemple, tu cherches un jeu pour regarder la note, les commentaires, les forums, tu as les photos de jeu. Ce n'est pas les photos postées par l'auteur, c'est les photos postées par des gens. Et des fois, tu vois des inserts que tu n'as pas dans la boîte, des objets que tu n'as pas dans la boîte. Et tu te demandes d'où ça vient, etc. Et puis là, avec la curiosité, et puis au fur et à mesure, tu essayes de tout avoir, et puis voilà. Donc c'est des éléments qui permettent de découvrir la pratique de la personnalisation. Ici d'ailleurs on voit des plateaux un peu particuliers qui ne font pas partie du jeu de base en fait de Terraforming Mars. Et puis ici aussi. Donc, on peut se poser une question, c'est pourquoi est-ce que les gens publient ces photos sur internet? C'est tout simplement que c'est une motivation en plus pour personnaliser. C'est-à-dire que quand on va montrer sa production, son dernier pimping de jeu, le mettre sur internet, ça permet de valoriser sa production en fait, de le montrer. Et ça c'est ce que Dominique Cardon, un chercheur qui est spécialisé dans le numérique, dit avec cette petite phrase. Dans l'économie de la contribution verte, les petits sont nécessaires aux grands. Donc les petits, en fait, c'est les utilisateurs silencieux, les gens qui vont juste venir regarder sur le site internet, qui ne vont pas participer et qui vont voir ça. Et les grands, c'est justement les grands contributeurs, grandes contributrices qui vont poster ces photos. Ensuite, au niveau de l'achat, un truc qui est notable, c'est que l'offre pour acheter du matériel de personnalisation est extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'on si on va dans les magasins suisses, là j'en ai fait une petite sélection, si on va dans ces magasins-là, on ne va pas trouver du matériel de jeu qui est du matériel de personnalisation spécifique à certains jeux, on va trouver du matériel générique. Donc comme par exemple des protège-cartes, des accessoires pour les figurines, des tapis de jeu et des pistes à dés. Mais si vous avez un jeu que vous appréciez vraiment et que vous avez envie de le personnaliser, vous ne trouverez pas d'objets personnalisés sur ces sites de personnalisation. Ce qui signifie qu'en fait vous êtes obligé de passer par les sites internet pour personnaliser vos jeux. Donc, continuer dans cette direction, pour acheter des matériels de personnalisation, on est obligé de passer par des éditeurs tiers. Donc il y a l'éditeur qui propose le jeu et très souvent il y a d'autres boîtes, d'autres entreprises qui vont fournir ce matériel de personnalisation. Ça peut être des choses d'assez grande ampleur comme MapleSource qui est un gros producteur, mais ça peut être des choses beaucoup plus artisanales sur Etsy. Et sans ces plateformes-là, étant donné que les magasins locaux ne vendent pas ce genre d'objets, cette pratique ne pourrait pas avoir le succès qu'elle a aujourd'hui sans ce genre de site. Voilà. Ensuite, au niveau de la fabrication, toujours. Donc non, maintenant si on passe à la fabrication. Au niveau de la fabrication, on peut parler de l'imprimante 3D qui est vraiment centrale dans la pratique de personnalisation de jeux de société. Donc d'ailleurs, vous avez la possibilité, sauf erreur, d'aller faire des dés un peu plus tard au Fab Lab.
Donc l'imprimante 3D, elle sert à produire ces matériaux de personnalisation, ces objets de personnalisation. Le truc avec ces objets, c'est que la plupart du temps, les joueurs et les joueuses passent par des sites internet pour télécharger en fait des modèles tout prêts qui vont rentrer dans l'imprimante 3D. Et donc c'est comme ça, c'est en passant par ces sites internet que la personnalisation va se faire. Enfin, même chose pour la recréation de jeu qu'on a vu un peu plus tôt. Ici, on a une recréation du jeu Blast de David Guillaume et Jérôme Armangol qui a été totalement recréé. Pour recréer les jeux, même chose, on est obligé de passer par des sites internet pour avoir un matériel de qualité. Et ça, on ne peut pas aller vers quelqu'un au niveau local. Le passage par internet est nécessaire. Donc si on reprend cette recette du succès d'un monde de loisirs, et en particulier de la personnalisation de jeux de société, le numérique est central pour cette pratique. Il donne des connaissances sur l'activité de loisirs, ça autorise la découverte, ça permet la découverte de ce genre de pratique. Ça donne des occasions de sociabilité, les gens sur internet échangent leur production, montrent leur production. Ça donne accès à des symboles identitaires. Quand on aime beaucoup un jeu, on a tendance à le personnaliser, et du coup ce genre de choses va être remarqué par d'autres. Et voilà. Donc pour conclure, le numérique est central dans la diffusion de l'activité de personnalisation soutenant l'activité ludique. Et le numérique diversifie les opportunités de s'engager dans la pratique du jeu de société et favorise ainsi son succès. Donc c'est quelque chose d'assez anecdotique, mais c'est des choses qu'on va retrouver qui vont être réintégrées par la suite au niveau de l'édition professionnelle. C'est-à-dire que ici on a un jeu Monster Clash qui est sorti en Corée en 2001, et lors de sa localisation, sous le nom de Kyudo, il y aura une piste AD qui sera intégrée dedans et des protège-cartes qui seront intégrés. Et donc ça, c'est des choses qui viennent vraiment des joueurs et des joueuses, des pratiques amateurs, qui sont incorporées de base dans les jeux de société d'édition. Enfin, comme j'évoquais un peu plus tôt, n'hésitez pas à faire un tour au Fab Lab On le fait, qui permettent de produire des dés et des boîtes de dés, donc c'est chouette. Et enfin, s'il n'est pas trop tard, pour crowdfunder cette magnifique statuette de Jeff Goldblum pour le jeu Unmatched. Merci de votre attention.